La période des Worlds est terminée, on s'est régalé, c'était vraiment super. Encore une fois, hein, merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous les nouveaux. Et c'était fou, c'était un super événement, c'était trop cool. C'était un super événement, même visuellement. On a clairement eu une vraie différence par rapport à l'année dernière, où vraiment on était dans les backrooms. Alors, ça peut paraître marrant parce que au final, on a un peu un entre-deux, c'est-à-dire que tout l'événement était à ce niveau-là, de ce que vous pouvez voir ici. Là où, effectivement, l'année dernière, on avait vraiment un on-stage sur le jour 2 qui était fou pour les finales. Par contre, vraiment, on avait les backrooms sur le premier jour et c'était un peu catastrophique et vraiment scandaleux visuellement. Moi, je vous donnais mon avis, je préfère vraiment je préfère ce qu'on a eu cette année, c'est-à-dire... Peut-être pas un truc qui est aussi incroyable en mode un stade de fou avec des gens, du public et tout de dingue, mais avec de la pyrotechnique en boucle. Je préfère large un truc comme ça, mais pendant l'intégralité du tournoi, ça donne vraiment l'impression que le tournoi est important. Parce qu'en fait, on joue pas dans ces conditions en général, et je trouve que c'était vraiment cool. C'était assez clean. Si j'ai vraiment quelque chose à reprocher, bon, vous le savez, hein, je vais le dire, mais c'était l'overlay, et c'était un peu chiant, parce que, en fait, c'est joli, mais le problème, c'est que, vraiment, on a bien 40% de vide sur l'écran, et c'est vraiment dommage. Pour le TCG, déjà, mais heureusement, au moins, c'était bien filmé pour le TCG, même si ça aurait pu être mieux, encore une fois. Et par contre, ouais, pour Duel Links et le Rush, c'était vraiment très compliqué, donc c'est vraiment dommage. Mais franchement, moi j'ai kiffé, j'ai pas grand chose à reprocher. Enfin, je veux dire, on n'a pas trop vu de trucs où on s'est dit c'est honteux. Le seul moment où c'était honteux, c'est peut-être la condition sur laquelle les conditions dans lesquelles les gens qui n'étaient pas au cast étaient en train de jouer. Parce qu'en fait, on les voyait sur les tables avec les caméras embarquées et tout, ça c'était super stylé. Par contre, il y a un moment donné où en demi-finale, ça nous montre l'autre match et on voit vraiment l'éclairage. Bon, j'espère vraiment que ça va pas fumer les yeux des joueurs, voilà. Mais ça, c'est des trucs, bon, bah, on espère que ça s'améliorera, et franchement, là-dessus, bah, voilà, vous le savez, hein, je tape sur Konami quand il le faut, et je le fais assez souvent. Mais là, pour le coup, j'ai pas énormément de choses à reprocher, surtout d'où on vient, on part de très très loin quand même. Et je trouve que franchement, on peut féliciter Konami sur la gestion du tournoi, aussi sur le fait qu'il n'y a pas eu de retard particulier, à part sur Duel Links, mais bon, hein, qui a regardé... Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin bref, bon voilà, il y a le stream du LX, il était un peu spécial quand même de ce que j'ai capté. Hein, je t'avoue que le petit monument de Seattle pendant 4 heures, bon, c'est compliqué. Mais en vrai, à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un scandale particulier sur ni l'organisation, ni la mise en place des choses. Il y a des trucs à modifier et c'est très bien, c'est pour ça qu'il faut que les prochains Worlds, bien sûr, se passent en Europe. Comme ça, on leur montre un peu comment on fait. Voilà, ça sera parfait. Mais à part ça, franchement, j'ai passé un très très bon moment, clairement, c'était super cool. On va revenir un petit peu sur les Worlds, parce qu'il y a eu des annonces, etc. Et donc, une des premières annonces a été faite un petit peu avant les Worlds, c'est la création du compte Yu-Gi-Oh! Retro Games de la part de Konami. Donc, vous pouvez le retrouver sur Twitter, et donc, c'est très flou pour l'instant, parce qu'on a vraiment très très peu d'infos sur ce petit compte, parce qu'ils ont littéralement rien publié à part dire on existe. Donc voilà, donc c'est l'image officielle du fameux compte, donc Retro Games, avec vous voyez ce petit côté pixelisé qui nous régale. Et honnêtement, le Retro Games nous laisse quand même supposer qu'il y a volonté à faire des rééditions, certainement, des jeux rétro, notamment sur les consoles. Peut-être de format rétro papier, je ne sais pas s'ils vont le mettre en sérieux. Moi en tout cas, le Games, je le vois vraiment comme le côté jeu vidéo. Très sincèrement, et ils m'ont un petit peu donné raison là-dessus. Et donc du coup, effectivement, ils nous ont un petit peu confirmé ça. Donc ça, c'était pendant les Worlds où il y a eu cette annonce avec le Early Days Collection, qui sera un jeu sur Switch, parce que vous savez, Konami adore la Switch, et ça va être un jeu du coup qui va réunir plusieurs anciens jeux de Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, on a eu les 5 premiers jeux ici qui nous ont été annoncés. Donc bon, il y a un petit peu des doutes. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que c'est une collection complète et pas de remaster, mais voilà, c'est juste on fait une vraie collection de tous les anciens jeux et on les met dans un seul, ce qui est assez stylé. Et à savoir aussi que lorsque vous allez acheter un des jeux, vous pourrez choper un plumeau de Damarpi, peu importe l'art, un ou l'autre, en quarter. Je trouve que les jeux qui sont là, c'est quand même des jeux qui se ressemblent quand même beaucoup. Ce serait cool qu'on ait vraiment un catalogue un petit peu plus varié. Bon, vous savez, mes jeux Yu-Gi-Oh! Préférés qui m'a le plus traumatisé, c'est Rechef le Destructeur. J'aimerais beaucoup le voir là. Forbidden Memories, etc. Pourquoi pas Duelist of the Roses, peut-être. Enfin, voilà. Il y a plein de jeux qui sont très très cool.
Et ce serait vraiment bien qu'ils nous mettent tous les jeux, peut-être de l'Air Game Boy, PS2, voilà, on sait pas trop, on verra. De toute façon, c'est eux qui nous feront l'annonce. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que ça existe. Et quand tu crées un compte complet basé sur ce genre d'informations-là, je pense que l'objectif c'est quand même de nous donner plus que juste il y aura un jeu une fois, voilà. Ce qui est assez drôle du coup, c'est que c'est même pas le compte Twitter de Retro Games du coup qui nous a fait l'annonce, mais c'est bien juste au Worlds et du coup ils l'ont même pas repartagé. Donc c'est assez marrant que cette information vienne pas d'eux, donc j'espère quand même qu'ils nous partageront des trucs assez sympas. En tout cas, voilà, ça peut peut-être annoncer du bon, et ça serait super cool. Au niveau des Worlds, du coup, bien sûr, on a eu énormément de champions, on en a eu 6 pour la première fois, hein. Les Worlds derniers, ce n'était pas autant, parce qu'on a eu le champion de Duel Links, donc Shelby, félicitations à lui, qui a gagné 3-2, si je ne dis pas de bêtises, une petite remontada, il avait un petit peu l'avance, puis il s'est fait un petit peu repris de court, et puis après il est remonté à la fin. Donc bravo à lui, à Shelmy. On a ensuite eu sur le Rush Duel Quantum, qui a aussi remporté son affrontement. Il me semble que lui, il avait gagné 3-1. Pour le coup, c'était très très cool, le Rush. Je vous rappelle, on a cast de toute façon cette victoire et toutes les victoires que je vous présente ici. Et je me souviens quand même que beaucoup d'entre vous sur le chat, vous regardiez un petit peu le live et vous étiez pas super hype par le Rush. Et suite à mon cast, vous avez quand même passé un incroyable moment, donc j'étais très très content de pouvoir mettre en avant le Rush, parce que c'est un format que j'aime énormément, que je trouve vraiment trop cool, qui est une vraie bouffée d'air frais pour le jeu, et qui ne fait pas du tout du mal au jeu de base. Donc vraiment, en fait c'est vraiment, on te donne un gâteau, il y a un autre gâteau, t'es pas obligé de le manger, mais si t'aimes bien les deux, tu peux manger les deux, tu vois. Je le vois vraiment comme ça, le Rush, donc c'est vraiment trop cool, et c'était vraiment super agréable. Donc je suis très très content, très satisfait personnellement de ce segment-là, en tout cas du rush de la finale. C'était vraiment très très cool. On a eu du côté de Master Duel la victoire de Team 7 avec Jessie Cotton, qui remporte enfin son titre de champion du monde, en suivant l'équipe Snipe Hunter de Joshua Schmidt. Et ce qui est assez drôle, c'est que effectivement la finale était la même que celle de l'année dernière, Snipe Hunter contre Team 7, donc le champion du monde en titre affrontait le finaliste en titre, et ils ont juste inversé les rôles entre le gagnant et les autres. Donc peut-être que sur l'année prochaine, on pourrait rêver d'une 3e finale entre les deux, la belle, pour essayer d'avoir justement un champion qui se distingue jusqu'au bout de la nuit entre les deux, mais voilà, c'était très très cool, et Master Duel a été un vrai plaisir à suivre. C'était exceptionnel comme d'habitude, c'est vraiment le jeu, c'est le format à chaque fois qui est le plus excitant à suivre, avec énormément de variétés. On voit plein de decks différents, évidemment on voit les meilleurs decks du format, mais on voit aussi des joueurs qui sont obligés de trouver des strats pour faire des decks, pour contrer certains des meilleurs decks du format, mais aussi pour toucher les autres decks, parce que tu ramènes pas qu'un seul deck avec toi dans ce format-là. Donc c'est vraiment un incroyable format que je trouve ultra kiffant, super agréable. Et en vrai, j'ai presque envie de voir ce format sur du jeu de cartes papier, ce serait vraiment trop kiffant. Je sais que par exemple les YCS 3v3, il y en a pas mal, et c'est pas mal populaire notamment aux États-Unis. Et j'avoue que je kifferais voir un YCS comme ça 3v3, mais avec ce système-là. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que ça implique justement de ne faire que des BO1, et c'est vraiment trop complexe. Mais l'idée en tout cas est trop cool sur Master Duel, elle fonctionne trop bien. Et c'est toujours un plaisir à suivre, donc je suis super content à ce niveau-là, et très content aussi pour Jessie Cotton. Et évidemment, moi j'étais plus du côté Snipe Hunter, je voulais voir un double titre de la part de la team, et surtout c'était un peu la team qui représentait l'Europe, donc on avait envie de voir, mais bon, il en faut bien pour tout le monde à ce niveau-là. Et puis après pour le TCG, on a eu la victoire de Ruben, l'américain, et donc du coup les États-Unis pardon, qui remportent pour la 2e fois consécutive le championnat du monde, alors qu'ils n'avaient jamais remporté le moindre championnat du monde pendant toute l'histoire du jeu, donc ce qui est assez fou. Et ils font le back-to-back en 2023-2024, et d'ailleurs ce qui est assez fou, c'est que la finale c'était entre 2 américains. On a une domination, je pense que vous l'avez remarqué, assez totale du côté du TCG, en tout cas de la région TCG. Pourquoi ? Parce que Ruben est américain, Team 7 est une team bien sûr de notre côté, du côté TCG. Au niveau du rush, cet homme est canadien si je ne dis pas de bêtises. Et du côté de Shelmy,
c'est un Bolivien. Donc vraiment, par contre, ce qui est assez fou, c'est que vraiment, c'est une victoire du TCG, mais plus que ça, c'est vraiment une victoire américaine. Et quand je parle d'Amérique, je parle vraiment du continent américain. C'est assez fou. Et donc comme quoi, voilà, certains se moquent un petit peu du niveau des joueurs de cette région-là, et comme quoi ils répondent présents dans ces gros événements en raflant littéralement tous les titres possibles. Donc c'est assez fou. Et franchement, ça a resté une très très belle compétition, et donc Finsmith Snake Eye a perdu contre le Finsmith Jubel de Ruben, ce qui était assez dingue. Ruben d'ailleurs qui avait un parcours assez particulier parce qu'il était en 5-3, il est passé vraiment au ras, vraiment presque dernier, voire même dernier je crois, dans le top 8. Il a affronté le premier, qui lui était invaincu pendant tout le tournoi, et qui malheureusement s'incline en finale, avec possiblement un petit misplay, mais bon, pas de regret ici je pense. T'as fait ce que t'as pu, et puis bah ça arrive hein, de toute façon, même si c'est dommage quand ça arrive au Big Stage comme on dit. Pour les prize cards du coup, parce que bon on les a vus un petit peu, on a eu le dragon de l'illumination, il me semble que c'est ça son nom, donc là on peut le voir en tant que récompense TCG, mais il faut savoir qu'il a aussi existé en récompense Rush Duel, dragon de l'illumination, voilà. Et donc c'est assez intéressant, c'est exactement la même carte, juste c'est pas pour le même format. Et donc on peut voir ici, pour la première fois, une carte Rush en anglais. Est-ce que ça laisse supposer peut-être à l'avenir, le Rush Duel à la maison? Ce serait vraiment trop bien. On n'arrête pas de demander ça, on n'en peut plus. Ça fait bizarre. Évidemment, le Rush en anglais techniquement existe, même en français, parce que t'as Duel Links, bien sûr. Mais c'est pas des cartes physiques. Là, c'est quand même la première carte physique du Rush Duel. D'ailleurs, j'aurais bien voulu voir à quoi ressemble son dos, par pure curiosité. Mais voilà, ça fait quelque chose, ça fait bizarre. C'est d'ailleurs pas la seule carte, un dragon de l'illumination n'est pas la seule, parce qu'on a aussi eu Eltaes, le maître des duels. Eltaes qui est assez marrant. J'ai vu quelqu'un sur le chat l'écrire, mais je l'avais remarqué aussi. Eltaes, c'est littéralement Seattle à l'envers. Ils se sont un peu amusés sur le nom de la carte visiblement, hein. Je rappelle, le championnat du monde s'était déroulé à Seattle justement. En tout cas, pareil, la carte existe en format Rush et en format TCG. Je trouve que c'est deux très jolies cartes, notamment Eltaes. Je suis assez fan du design d'Eltaes, et d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu mieux, on a ici le dragon de l'illumination en playmat également, le playmat des Worlds, et puis on va avoir ici le Eltaes, et on peut voir un petit peu au fond le petit Nibiru, la petite Diable Star, un petit Solemn, un petit Lubellion, Zeus, etc. Voilà, il y a de l'analyse visiblement de la méta pour devenir le roi des duels, le maître des duels même. Donc voilà, un événement en tout cas que j'ai trouvé très positif, très bon. Je pense que c'était juste un peu dommageable effectivement que notre banlist a été très tardive du côté du TCG, ce qui a fait qu'en fait la banlist World, on s'est mangé des Lacrima qui étaient toujours là, Béatrice qui était toujours là, Apo qui était toujours là, et je pense qu'on avait tous un petit peu envie de voir le tournoi avec la banlist OCG, TCG combiné bien sûr, mais surtout avec Lacrima absent, je pense. Ça aurait pu être largement plus appréciable. Ça n'a pas empêché en tout cas de voir des très beaux matchs de toute façon, et puis on a vu plein de formats différents avec vraiment beaucoup de diversité. Donc voilà, je pense que le rythme était cool. En tout cas sur mon stream c'était vraiment cool. donc à ce niveau-là, je vais pas m'en plaindre, clairement. Donc là-dessus je voulais vraiment féliciter Konami, parce que voilà, l'année dernière je leur ai tombé dessus, je leur ai dit c'était vraiment honteux et catastrophique. C'est pas parce que tu mets une arène remplie avec 3000 personnes et que tu mets les Daft Punk qui dansent, c'était pas eux mais t'as capté, et des shows et des trucs machin truc, que ça pardonne en fait tout ce qui s'est passé la journée d'avant. Je trouve que là sur ces worlds là c'était vraiment très clean, en tout cas présenté à nous c'était très clean. Encore une fois il y a toujours une expérience très différente entre les joueurs et l'expérience en ligne. Moi, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, en tout cas ce que je juge ici, moi, c'est évidemment l'expérience de ce qu'il nous montre, parce que ça reste important, ça reste l'image du jeu, et c'est important, je pense. Après, sur l'expérience des joueurs, on espère qu'elle a été bonne, malgré voilà, le petit doute que j'ai avec les petites lumières sur certains matchs. Bon, on a vu que les tables étaient peut-être pas parfaitement éclairées, ça manquait un peu de jaune, quoi, sur les lumières. Il y a quand même eu un petit drama lors de ces Worlds, ça a été le leak des decklists de tous les participants de Master Duel.
par quelqu'un dont je n'ai pas envie de prononcer le nom, mais je pense que ceux qui consomment du Master Duel ou du Duel Links, vous devez bien le connaître, hein, si vous connaissez un certain site qui finit par Meta. Pour moi, c'est un scandale, c'est une honte, et c'est terrible parce qu'en fait, ce leak a eu lieu pendant la compétition, pendant que les joueurs étaient en train de jouer, et c'est un manque de respect absolu, et c'est terrible, sachant qu'en plus, il s'est défendu en disant « Oui, mais comme ça, tout le monde se bat sur un même pied d'égalité, je vais vous dire vraiment ce que je pense, ferme ta gueule, t'as juste fait ça parce qu'on sait très bien que ça te rapporte du pognon de le faire, parce que comme ça, t'as du passage, et sur tes streams, et sur, sur ton site, à la con, et vraiment je trouve que c'est vraiment une honte, parce que non, la préparation des Worlds c'est un facteur qui est important pour ces joueurs là, et détruire leur travail comme ça c'est terrible. Vraiment je trouve que c'est une honte. Je sais pas si ça a eu un impact réel sur les Worlds ou pas, en fait voilà. Ce qui est sûr c'est que l'impact, s'il a été vu par les joueurs et qu'il a pu exister, c'est terrible, ça c'est sûr qu'il y en a eu un, mais s'il n'y a pas eu d'impact, tant mieux, mais ça me paraît difficile à croire malheureusement. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui défendent ce mec-là en disant, bon voilà, c'est un leaker, hein, le ref, donc évidemment il est arrivé, il s'est mis à hacker entre guillemets les, les données Master Duel pour récupérer les decklists. Bon, enfin bref, c'est terrible. Et en fait, ce qui est trop triste, c'est que certains disent, non, mais dans plein d'autres TCG, il y a des tournois, on connaît les decklists des autres, donc pourquoi on pourrait pas faire ça dans Yu-Gi-Oh? Bah parce que c'est juste pas le même jeu en fait, notamment sur du BO1, et en plus, enfin vraiment juste sur Yu-Gi-Oh, c'est vraiment pas quelque chose que je considère sain. C'est un jeu où le simple fait d'avoir l'information de quelle carte il a dans son deck, de quelle entrap, de quelle interruption est-ce qu'il va jouer board breaker. En fait, le simple fait de savoir si le mec joue des board breakers ou des entraps, ça change littéralement la manière dont toi tu vas jouer ton tour. Je peux pas vous mentir que quand je joue un deck combo et que je sais que le mec en face il joue runique, ah bah je vais pas me priver de faire mon combo, tu vois, j'ai pas peur de Nibiru, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je trouve vraiment honteux, et je vais rester sympa, parce que c'est le début du live, donc je vais pas me mettre à insulter, mais je pense vraiment énormément de choses très négatives sur cette personne qui a fait ces leaks là, mais dans tous les cas, que ça ait eu un impact ou pas, je trouve que ça reste dramatique et grave, et on espère que Konami prendront les mesures nécessaires, même si ça va être compliqué, vu que la personne en question est déjà ban de Konami, donc vraiment c'est un enfer. Enfin bref, c'était une très très belle fête de Yu-Gi-Oh! Et j'étais très heureux d'être là, et j'étais très heureux que vous soyez aussi présents pour ceux qui étaient là. Franchement, on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé, et l'ambiance était incroyable, donc voilà, encore une fois, je remercie tous ceux qui sont passés. Et pour les autres, écoutez, il faut passer en live, hein. Écoutez, si vous regrettez de pas être venu. Bon, après, j'avoue, ça avait lieu tard, ça finissait tard, donc vas-y, je capte. En vrai, vous avez raison, il faut dormir, c'est important. Bon, voilà, ça, c'est pour les Worlds. Mais bon, hein, on est aussi là pour tâter de la carte. Et oui, il y a des cartes qui ont été annoncées, il y a pas mal de nouvelles cartes à regarder. Je suis un peu hype, ça fait un petit peu longtemps. La première, je vous l'avais annoncé lors du dernier Yu-Gi Talk. Il s'agit de Kenzie Dragoliti. Cette fois-ci, on a une info plus complète sur la carte. Forcément, on a son nom, son effet, son niveau, on a absolument tout, son attribut, et aussi ses stats. Un peu déçu par les stats, hein, je peux vous mentir, c'est un 0-0. Bon, ça fait un peu bizarre, c'est un terre, ça on le savait déjà, et c'est un dragon, donc ici pas de surprise particulière, hein. On se disait ce sera sûrement un dragon, mais peut-être ce sera autre chose. Ça nous avait annoncé, il y a du coup une semaine ou deux, que la carte avait du coup une synergie avec Dragon Blanc aux yeux bleus. On va voir si c'est le cas. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez envoyer un monstre normal de minimum niveau 7 depuis votre main ou deck au cimetière, et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte. Ok, donc c'est pas un cost, hein, mais ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre normal dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Kenzie Dragoliti par tour, et uniquement une fois le tour. Je pense que la carte est pas incroyable, très sincèrement. En gros, tu peux faire qu'un seul des deux effets par tour, sachant que les deux, je les trouve pas incroyables. En fait, le fait de l'aspect, c'est pas un mauvais effet, mais elle fait rien sur le terrain. Et bon, c'est pas fou, hein. Je sais pas, je suis vraiment pas convaincu par la carte. C'est même pas, tu sais, il y a même pas une petite niche en mode c'est un monstre normal, peu importe, non, il faut qu'il soit minimum niveau 7. Ouais, j'y crois vraiment pas, tu vois, c'est compliqué. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que fait de la bannière depuis le cimetière, c'est-à-dire il faut l'envoyer au cimetière, évidemment aujourd'hui les liens existent et c'est fantastique, mais je me dis ça aurait peut-être été mieux si c'était son effet sur le terrain, ça aurait eu plus de sens, je pense. Parce que comme ça, bah je sais pas, imaginez son effet c'est tu envoies un monstre normal puis ton deck au cimetière,
tu spé ce truc, et ensuite, effet, tu peux respé tout de suite le truc que t'as envoyé en bannissant ce mec-là. Et du coup, ça te donne tout de suite accès à ton monstre normal. Tu peux turbo un monstre normal. J'aurais trouvé ça ultra intéressant, le fait d'avoir une séquence en plus où tu dois l'envoyer au cimetière. Je suis absolument pas convaincu. Peut-être que l'avenir me mentira à ce niveau-là, mais vraiment, je suis pas sûr que la carte trouve sa place quelque part à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour le Kunzit, et on va avoir du coup la dernière carte exclusive du coup du deck de structure Blue Eyes. Il s'agira du dragon argent aux yeux indigo. Voilà, c'est bon, il commence à changer de couleur des yeux, le Blue Eyes, c'est parti. Donc du coup, c'est un monstre X6 de niveau 8, enfin de rang 8, oh, je vais y arriver, excusez-moi. Lumière 4000 d'attaque, 0 de défense, quand même un très beau bébé. Ça te demande quand même 2 monstres dragons de niveau 8, donc non, tu ne peux pas orusser ta grand-mère dessus, ce n'est pas possible. Donc ça te demande quand même de jouer des monstres dragons, et donc de jouer potentiellement un deck dragon. Avec un petit Lubellion qui se balade, c'est ok, mais bon, il faut trouver un autre dragon de niveau 8, possiblement un synchro, ça peut le faire. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? On va voir. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Dragon Argent aux yeux indigo qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par X6, vous pouvez annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Tu peux détacher une matériel de cette carte, puis simuler un monstre normal dans votre cimetière ou bannissement, invoquez-le spécialement, et si vous le faites, il gagne 1000 d'attaque. Je peux vous dire ce que je pense sincèrement de la carte ou pas? Putain, mais on va me détester, je vais me faire insulter sur YouTube. Classique, terrible, mais... Je pense qu'elle est pas forte. Hein. Non, on va me détester. Je vais dire, mais non, mais tu te rends compte, elle annule tous les effets. Oui, mais bah, je pense que les monstres qui voulaient faire leurs effets, ils ont déjà fait leurs effets avant qu'elle arrive. Hein. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de l'effet, hein. C'est cool pour Blue Eyes, ça va. Ouais, mais bon, écrit 2 monstres dragons de niveau 8, bah ouais, je pense qu'en dehors de Blue Eyes, tu vas pas jouer la carte. C'est mon point de vue. Je pense que c'est une carte qui aurait pu sortir il y a longtemps. En vrai, si t'arrives à le faire durant le tour adverse, c'est pas mal. En vrai, ouais. Si t'arrives à mettre ça en place, c'est ok, mais est-ce que tu peux vraiment faire une X6 pendant le tour adverse? En fait, je pense que c'est ça. Si elle peut trouver une niche dans cette utilisation-là très particulièrement, Zephyr, je suis assez d'accord avec toi. Possible, mais je sais même pas si tu peux faire une X6 avec des dragons. Je sais pas s'il y a une option ou une possibilité, mais en tout cas, surveiller les cartes qui pourraient faire ça. Après, voilà, on va parler juste de Blue Eyes. Dans Blue Eyes, ça me paraît ok. C'est fine. Je pense que c'est une carte qui a un peu de potentiel, mais elle reste très en dessous, je pense, des autres cartes qu'on a vues. Pour Blue Eyes, hein, j'entends très spécifiquement. On a vu la synchro qui est incroyable, il y a la lien 1 qui est folle. Je pense que voilà, ça reste un très beau body, c'est ok. Mais au final, bon, tu peux aussi avoir d'autres moyens. Enfin, les dragons et les gros body, les gars, c'est pas ce qui manque. Est-ce que... Enfin, on est en mode, ça peut être un gros body pour push... Certes, mais bon, 2 dragons de niveau 8, en général, ils ont 3000 d'attaque les deux, ça fait 6000. Est-ce que tu vas vraiment forcément ramener ça? Alors après, certes, elle a son effet pour pouvoir annuler, qui peut être intéressant. Enfin voilà, je pense que c'est une carte qui se retrouvera dans l'extra deck de certains decks, notamment Blue Eyes, mais ce sera une one-off, et je pense pas que ça va être une carte qui va être tant sortie que ça. Je pense que c'est un peu la carte, de temps en temps, elle va sortir parce que ça t'arrange, mais j'ai pas l'impression. Après, peut-être que je me trompe, mais je la trouve un peu... Il lui manque peut-être un petit peu de ligne de texte, quoi, c'est ce que je veux dire. Et on a eu du coup du nouveau support pour Suda, donc du coup Supreme Darkness, hein, donc le set qui suivra Rota. On reste avec le A, bien entendu. Et on va avoir du coup du support Vitesse Roid. Alors Vitesse Roid, je vous préviens, c'est pas un deck que je maîtrise très très bien. C'est pas un deck que j'ai souvent vu, je l'ai même quasiment jamais vu. Donc voilà, je crois que la dernière fois même que j'ai vu, c'était au championnat du monde de l'année dernière, sur Duel Links. Vraiment, c'est la dernière fois que j'ai vu une trace de Vitesse Roid. Donc voilà, hein, vous m'excuserez si je suis pas ultra oméga pertinent en boucle. On va essayer de faire de notre mieux. Et puis bah, je compte sur certaines personnes sur le chat qui, je suppose, sont des experts, mais même aussi peut-être sur YouTube, sur les commentaires YouTube, bien sûr. Coucou YouTube. Si jamais vous avez des petits trucs que peut-être j'aurais raté ou que je n'aurais pas vu. Donc la première carte Vitesse Roid, ça va être un pendule, le claque noyau Vitesse Roid. La carte à Indegen. La carte a une gueule, hein, on va être sincère, elle a 200 d'attaque, 1800 de défense, c'est une machine pendule avec un effet bien sûr niveau 2, vent,
comme tous les Vitesseroids. Et son effet pendule, alors qu'elle est scale 8, nous dira que tu peux bannir une carte Vitesseroid depuis ton cimetière pour placer un monstre pendule Vitesseroid depuis ton deck dans ta zone pendule. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement des monstres vents le reste de ce tour, et tu peux utiliser cet effet de claque noyau Vitesseroid qu'une fois par tour. Cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte. Vous pouvez invoquer spécialement un claque noyau Vitesseroid depuis votre main, deck ou cimetière comme un synthoniseur. Ah d'accord, donc en fait il se joue un peu tout seul quoi, ok. Si votre monstre aile clair combat tant que cette carte est face recto dans votre extra deck durant le calcul des dommages, vous pouvez bannir cette carte et si vous faites, le monstre gagne 700 à l'attaque. Ok. Ouais, j'ai l'impression que la carte est un peu mauvaise. Être détruite au combat ou par un effet de carte. Ouais. Je suis pas... Je sais pas si je devrais m'emballer, mais j'ai pas l'impression que ce soit très fort. Le fait dans l'extra deck est pas dingue. Bon. C'est pas fou, hein. J'ai l'impression que la carte est pas folle. Bon, on va voir. Peut-être avec le reste du support, ça va être plutôt bien. Pour l'instant, je suis pas très convaincu. On reviendra sur la carte si c'est nécessaire. Bon, bah voilà. On a un autre pendule, du coup, synchronique de l'aile Vitesseroid. Donc, du coup, c'est une carte synchronique, donc tutorisable, parce que c'est un synthoniseur, et aussi parce que c'est un monstre synchronique. Très intéressant ici. C'est un monstre de niveau 5. Ouais, il a du texte en pendule, donc il est scale 4, niveau 5, 1500 attaque, 1000 de défense. Une fois par tour, tu peux détruire cette carte ainsi qu'une carte monstre pendule vent de niveau 2 dans votre zone pendule. Ah ouais, c'est très précis. Et si vous le faites invoquer spécialement un dragon synchro de l'aile claire depuis votre extra deck, ceci traite comme une invocation synchro. Ah oui, d'accord, ouais, ok, on se met bien. Ouais, tu fais une invocation synchro directement en pétant tes scale pendule. Ça, c'est assez stylé par contre. J'aime beaucoup. Concept très très cool. Et ensuite, le reste de ce tour, les cartes dans ta zone pendule ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement sauf des monstres vent. C'est très stylé, je trouve, comme effet de faire une invocation pendule avec tes... Enfin, une invocation synchro avec tes monstres pendules. Je trouve que c'est assez stylé. Si elle est ajoutée à l'extra deck face recto et qu'il y a minimum 2 types de monstres différents parmi les monstres synchro vent que vous contrôlez, vous pouvez envoyer une magie piège Vitesseroid depuis votre deck au cimetière. Ouh. Claque noyau fait que... Tu mets claque noyau, tu poses lui, effet lui, tu pètes les deux, tu fais une synchro, effet de lui, tu vas spé un truc, et effet de lui, il est ajouté à l'extra deck et qu'il y a minimum 2 types de monstres différents par les monstres synchro que tu contrôles en admettant que tu t'es un peu développé. Du prix portail, c'est effectivement une bonne carte à aller envoyer. Après, sur les autres magies pièges, je sais pas. Peut-être de toute façon, on va en avoir des nouvelles, mais j'ai l'impression que le reste, non. Je pense que c'est une combinaison très forte parce que t'as une synchro gratuite en fait. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. On va voir un nouveau monstre de l'aile claire. On va voir le Drago synchro supra de l'aile claire de cristal à tes souhaits. Niveau 12, vent. Dragon synchro, effectivement, qui n'est pas synthoniseur. Mais enfin, bon, une fois que t'es niveau 12, ça devient compliqué. 3500 d'attaque, 3000 de défense. Un peu décevant comme stat, je dirais, pour la difficulté de son invocation. Parce que ça te demande 2 synthoniseurs ou plus, ou un monstre synchro synthoniseur, plus Drago synchro de l'aile claire. Pouh, c'est... Ouais, 3500, c'est un peu faible, mais bon, peut-être que son effet permettra de réguler tout ça. Uniquement invocable par synchronisation, bon, moi ça règle tous les problèmes. Une fois par tour, lorsqu'une autre carte ou effet est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte, et si c'était un monstre, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre jusqu'à la fin de ce tour. D'accord. Ah, c'est plutôt pas mal. Cette carte est invoquée par synchronisation face recto contrôlée par son propriétaire. Quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire. Tu peux invoquer spécialement monstre éclair depuis l'extra deck. Ouais, d'accord. Ouais, non, ça c'est une très bonne carte. Ouais, Drago synchro supra de l'aile claire de cristal. Je pense clairement que ça va être la nouvelle target à Crimson dans quelques decks. Il y a peut-être moyen. C'est une incroyable carte, très forte, que ce soit pour Vitesseroid, mais c'est aussi du coup une très bonne carte générique tant que Crimson existe. La nouvelle baronne, bah clairement, c'est une Omni-Negate. C'est une Omni-Negate qui fait son travail. Alors ça demande quand même beaucoup plus d'énergie qu'une baronne à mettre en place, donc ça j'aime bien. Ça te demande d'aller partir sur une synchro dose, puis sur Crimson pour partir sur lui. Voilà, c'est pas aussi générique. Mais ça va être une excellente carte à ramener. Et le pire, c'est qu'en plus, tu peux quand même jouer un autre Clearwing au cas où. Donc franchement, non, elle, c'est vraiment une excellente carte. Autant les autres, je connais pas trop à 100% Vitesseroid parce que ça se mélange un peu dans tous les sens, c'est un peu compliqué. Autant lui, le dragon synchro supra de l'aile claire de cristal, va falloir apprendre à dire son nom complet parce qu'on va l'invoquer souvent, je pense. Ou en tout cas, on va souvent l'affronter. Excellente carte, vraiment très bonne, bah comme quoi, voilà, on enlève des synchros qui sont très puissantes, on en rajoute de nouvelles. Très forte carte.
Et clairement, je pense qu'ils ont très bien pensé au fait que Crimson allait l'invoquer, parce que s'ils voulaient pas que ça arrive, ils auraient juste changé un petit détail. Ceux qui passeront par Crimson ne pourront pas abuser de la carte, je pense, en invoquant 2. Je pense que c'est pas possible. Mais par contre, oui, dans Speedroid, tu peux en profiter. Mais au final, si c'est ça l'équilibrage qu'ils ont eu, moi ça me va. Si l'équilibrage, c'est dire Speedroid va en invoquer 2 ou 3, ça me paraît quand même difficile, mais pourquoi pas. Et que les autres joueurs qui, eux, vont utiliser Crimson pour l'invoquer, vont pouvoir l'invoquer qu'une fois, je suis ok. Je suis ok avec ça. Si c'est leur manière, parce que je pense qu'ils ont décidément, effectivement, voulu que on passe là-dessus. Bon, il y a un autre synchro qui nous attend, ce sera le planeur de grande vitesse, vitesse roid, pardon, planeur 2, grande vitesse roid. Wow, la vanne est très drôle, bien sûr. C'est un vent niveau 5, 1600 d'attaque, 2200 de défense, c'est une machine synchro synthoniseur, comme un petit peu à la majorité des speedroids, bien sûr. Ça te demande un synthoniseur vent machine et un monstre non synthoniseur. Et il va te dire, cette carte est invoquée par synchronisation. Vous pouvez cibler un monstre synchro vent de max niveau 7 non synthoniseur dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Ah ouais, c'est... Ah ouais, bah ouais. Ok. Ah ouais, mais c'est full combo pour invoquer lui, en fait. Ouais, ok, c'est très fort. Parce qu'en fait, avec le Clacknayo, t'invoques le Clearwing, le Clear. Et puis après, avec lui, tu le ramènes, et puis bon, tu te régales, c'est exceptionnel. Ok. Ah oui, c'est plutôt fort. Si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres et que vous contrôlez un monstre L-Clair, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Oh, en plus, ça a un effet dans le grave. Ah ouais. Ok, augmentez le niveau de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire de 5. Oh les gars, ça c'est fort, hein. Ça, c'est un vrai effet de fils de pute, hein. Alors, on dirait pas comme ça, hein. Mais ça, c'est un très bon effet. T'affrontes Sprite, ça devient Knight. T'affrontes Kashtira, bah, mec, faut plus jouer. T'affrontes Requin, bah, y'a plus de monstres. T'affrontes Abyss, enfin Mermail, ils font des Xyz. En fait, dès que ça fait du synchro de l'Xyz, t'es baisé sur 20, mais baisé, mais si fort. Oh, c'est une carte de dégénéré mental, c'est tellement fort, oh là. Oh, c'est tellement fort. T'as pas mal d'effets de la part de Vitesse Roid qui permet justement de negate et de bloquer en fait des monstres qui sont niveau 5 ou plus, donc au moins t'es bien là-dessus, mais je pense vraiment qu'on sous-estime très fort cet effet, et moi je me demande s'il n'y a pas un monde où cette carte-là se retrouve pas à être jouée un petit peu en soum en combinaison, dans un petit small package pour réussir à juste proc cet effet-là. Étude dinguerie. Il va falloir commencer à bien se mouiller la nuque quand on affronte Vitesse Roid, sachant que c'est pas fini, parce qu'ils vont avoir encore une carte, et cette carte ce sera la Errance L-Clair Vitesse Roid. On rappelle, t'en as un qui permet d'envoyer justement une carte magie piège depuis le deck au cimetière, c'était le fameux synchronique de l'aile Vitesse Roid. Peut-être que cette carte deviendra une target tout aussi intéressante que l'autre. Alors, cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres synchro vent que vous contrôlez, détruisez-les. Ok, bon, c'est très spécifique, très bien. Si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre synchro vent que vous contrôlez, bannissez-les, puis renvoyez-les sur le... Ah ouais! Waouh, la carte de Dégénérax, incroyable! Oh, la carte de fou! En vrai, je pense que c'est une carte qui rentrera clairement, et c'est une bonne carte à foolish aussi. C'est une très bonne carte, je pense, et puis son premier effet est pas dégueu non plus. Donc en vrai, c'est assez fine, hein. C'est vraiment pas une carte qui est dégueulasse du tout. Donc non, franchement, Vitesse Roid, il mange bien. Là, je vous avais dit, je connais pas trop le deck, mais dans le sens où vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai pas affronté et pas vu, tout simplement. Bah alors là, putain, il mange Gucci Caramel, franchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le deck promet d'être assez excitant, et en plus il y a plein de designs qui sont très cool. Je suis très fan de la combinaison claque-noyau plus la synchronique de l'aile pour le coup. C'est assez fou, hein, clairement. Et on va terminer, non pas avec un support, mais avec un tout nouvel archétype sur Suda, et ça fait du bien, parce que c'est vrai que pour l'instant Suda, il n'y avait que des supports, et un peu nick quoi. Moi ça me faisait un peu chier. Parce que bon, les supports c'est sympa, mais on a envie de voir des nouvelles mécaniques, des nouveaux decks, des nouveaux persos, des nouveaux trucs. C'est toujours un peu kiffant. Et Suda va donc nous présenter le tout premier archétype de ce set. Et ce sera ARG étoile S, je sais pas comment on prononce ça. Donc on va appeler ça ARG.
Voilà, donc Arg, Adral et Laurier, c'est un bronze de niveau 4, terre 1800, attaque 1800, défense guerrier. C'est rotable, comme on dit. Argos, oh, j'aime bien Argos. Ouais, peut-être c'est un O, hein. Peut-être c'est un O. Argos, Argas. Moi, je vais garder Arg, hein. Ça sera très bien Arg. Argstar, ouais, peut-être. Oh, je vais dire Arg, et puis après, vous finirez la phrase, comme ça vous frustrera un peu. Du coup, donc la carte est rotable, donc c'est très très bien. Quand tu veux roter une carte comme ça, c'est plutôt très très bien. Et donc du coup, que fait la carte? Elle dit que durant le tour de ton adversaire, si tu contrôles un piège continu et fait rapide, tu peux bannir cette carte depuis ta main et changer l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain à 0 jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Cette carte est invoquée normalement, ton adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de tes cartes pièges continu ou effet de piège continu le reste de ce tour. En fait, le problème de ce genre d'effet de con, c'est que... Putain, en plus, c'est un lingering, quoi. Putain de merde. Bon, c'est que quand elle est d'orbe, donc allez, admettons, quoi. Mais... En fait, j'aime vraiment pas l'idée de... Tu peux littéralement activer peut-être une petite floodgate, et et le mec peut juste pas répondre. C'est un problème... c'est un vrai problème. Bon. En fait, je me doute que ça va pas jouer des floodgates, mais ça me dérange un petit peu cet aspect-là. Mais c'est comme... c'est toutes les cartes comme ça qui vont aller chercher des trucs ultra génériques comme ça. Ça peut aller chercher... Ouais, on peut peut-être avoir un Arkstud, effectivement. Et ça m'inquiète un petit peu. Alors que peut-être que la mécanique de base est vraiment très cool. Mais vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas peur du deck, j'ai peur des abus non contrôlés, ou peut-être contrôlés parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font sur le deck, et ce serait vraiment dommage. Qu'est-ce que ça nous dit du coup? Derrière, tu peux bannir aussi cette carte que tu contrôles et tu places max 2 pièges continus Arg de noms différents depuis ta main et ou deck face recto dans ta zone magie piège. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais, d'accord, tu les mets direct. C'est bien, maintenant faut voir les autres cartes. Mais ça a l'air bien, par contre, bon, si tu peux pas la recycler, elle, ça va être compliqué. Mais vraiment, par contre, son premier effet en main, pue sa grand-mère, hein, je vais pas te mentir. Mais le reste est fort. Donc, bon, on verra bien. Ensuite, on a Arg, le stade à domicile. Stade? Bah, c'est quoi, du coup, le thème de ce truc-là? C'est... J'arrive même pas à comprendre, c'est un guerrier de quoi? J'ai pas compris le thème. Pourquoi un stade? Fait une perf? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 LP, ajouter une carte Arg depuis votre cimetière au bannissement à votre main. D'accord, donc oui, tu peux effectivement recycler. Putain, sa grand-mère, ça coûte quand même 1000 LP. Donc, bon, t'as du grind, mais faut pas que ça dure 8 week-ends. Et ce qui est chiant, c'est que, bah, au time, tu peux te faire soulever en... Alors, chaque fois qu'un ou plusieurs pièges continus sont invoqués spécialement depuis la zone magie piège sur votre terrain, oui, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. C'est pas une fois par tour. D'accord. Bon bah, très bien, bah ce sera au time l'adversaire qui se fera prendre en le du coup, comme on disait. Fallait juste inverser ce qu'on disait, bon ouais, ça arrive, c'est comme ça, ok, très bien. Une fois par chaîne, si votre carte piège continue active son effet dans la zone monstre, tant que vous avez un monstre Arg banni. Ah, donc tant que t'as un truc banni, ok, tu peux cibler une carte face recto contrôlée par l'adversaire, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Oh putain, la magie de terrain, c'est 20 sur 20, hein. Oh, je suis très fan de la carte, hein. Voilà. Ça, Konami, c'est une magie de terrain. C'est incroyable, je suis très content. Le design est super, ça fait très peur. Mais voilà, c'est trop bien les trucs. C'est pas une carte qui dit l'adversaire peut pas interagir, l'adversaire il peut pas bouger, il peut rien faire. Ça dit pas quand t'actives la carte, tu tuto, c'est une fois par tour, tu peux aller récupérer, recycler des trucs. Bah, c'est super intéressant, c'est trop bien. Et en plus, bah, si tu mets en place la stratégie de ton duel qui est de effectivement activer tes magies continues, bah, non seulement tu peux burn un petit peu, qui a l'air d'être effectivement peut-être la mécanique du deck, et c'est ok, soit effectivement te dire, bon, bah, si jamais tu fais un truc, tu vas pouvoir aussi negate quelque chose. Je trouve que c'est assez stylé en fait, parce qu'il va falloir trouver un équilibre entre le fait de vouloir recycler ça et le fait de vouloir le garder banni pour pouvoir activer l'effet du terrain. Maintenant, il manque quand même quelque chose, c'est les pièges. Donc je vous propose de regarder ça ensemble. On aura Arg, Tidel l'éclair pourpre. Franchement, on dirait vraiment des monstres, hein, les magies pièges, c'est assez drôle. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce... Ouais, ils sont vraiment dessinés comme si c'était des monstres, c'est assez drôle.
Un terrain qui n'est pas un starter, et bah moi c'est mes terrains préférés. En termes de design, c'est les terrains que je trouve tellement plus intéressants et rafraîchissants pour le jeu. C'est trop cool. Donc voilà, bravo à celui qui s'est occupé de ce terrain, il a été fantastique. Donc Argue Tidel l'éclair pourpre, qui est un piège continu et qui nous dit les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 500 attaques défense. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte invoquée spécialement cette carte comme un monstre à effet guerrier lumière niveau 4, attaque 2000 défense 2000. Ah, tu t'es trompé sur le niveau, mais ok. Avec l'effet sur... En plus, c'est un effet. Bah oui, forcément, monstre à effet. Cette carte toujours aussi un piège, puis vous pouvez ajouter une carte Argue depuis ton deck à ta main. What? Et donc son effet, c'est une fois par tour, effet rapide, tu peux placer cette carte dans ta zone magie piège face recto. Ah. Ok. Je m'attendais à un tout petit peu plus. D'accord. Donc c'est juste tu le spé et tu tuto. Ok. Très bien. Que font les autres? Est-ce qu'ils font tous pareil ou est-ce que c'est un peu différent? J'ai l'impression qu'ils font tous pareil. On va ensuite Argue Canapé. Ah non, Capané, pardon. C'est bizarre comme nom, Canapé. Et bah ce sera Capané, l'hirondelle volante. Vos monstres guerriers ne peuvent pas être détruits au combat. Alors attends, et lui c'était quoi? C'est mon qui gagne ça. Ok, il gagne 500 attaques défense, ils peuvent pas être détruits au combat. Intéressant. Et en fait, la question c'est cet effet là continue. Est-ce que c'est un effet en tant que piège ou le monstre... Non, le monstre a pas cet effet là, hein. Donc ça c'est que quand c'est un piège. En fait c'est... Ouais, ok. C'est un piège continu. Tant que tu l'actives, il a la première ligne d'effet. Et ensuite, une fois par tour, si tu le spé, il devient un monstre à effet avec tout le reste de l'effet. En vrai, c'est bien que ce soit écrit comme ça et que les pièges... continus n'ont pas d'effet en particulier. Ils ont juste un effet continu, ça permet de vraiment bien délimiter quand c'est un monstre et quand c'est un piège justement. Donc je suis assez fan. Ok, est-ce qu'ils ont les mêmes stats? Non, ils ont pas les mêmes stats, dommage, ça va complexifier la lecture de certaines cartes je suppose. Donc si un piège continue dans la zone monstre, tu peux invoquer spécialement cette carte comme un monstre à effet. Ah, c'est pas les mêmes conditions. Ah ouais, bah là ça devient intéressant. Donc elle, tu peux défausser un pour l'aspect comme un monstre à effet. 2000, et elle, c'est tu peux l'aspect directement gratuitement. Guerrier lumière niveau 4, 1008 avec l'effet suivant. Cette carte est toujours aussi un piège. Puis si t'as des monstres arc bannis, tu gagnes 500 LP. Oh là là, le deck au time, il va se régaler. Ça va être assez insane. Et une fois par tour, effet rapide, tu peux la replacer. Donc en fait, l'idée, c'est à n'importe quel moment, tu peux les remettre dans la zone MP. Comme ça, elles ont leurs effets continus. Et à n'importe quel moment, après, tu peux les respé pour faire des trucs. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi des cartes que tu peux... bah là, s'ils sont niveau 4, tu peux faire des X64 aussi avec, pourquoi pas. Ouais, les artworks sont très jolis. Hein. Je trouve le deck assez joli, même si je comprends pas trop ce qu'il représente en réalité. Ça reste assez cool. On va ensuite avoir une nouvelle carte, ce sera Ethéo, la tueuse de dragons. Alors elle est guerrière et pas dragon forcément. Donc c'est un piège qui dit les monstres guerriers que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Ça commence à faire beaucoup. Bon bref, une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme un monstre à effet. Très intéressant, avec l'effet suivant, cette carte est toujours aussi un piège. Si t'as des monstres bannis, tu peux envoyer une carte sur le terrain là-bas. Donc t'en as une, c'est un bounce. Elle te fait juste gagner des points de vie. C'est assez dommage. Et lui te permet d'aller tuto. Pour l'instant, ok, ça fait des trucs. Et bah d'ailleurs, c'était la dernière carte. Ah bah c'était la dernière carte. Ok, donc ils ont que ça en fait. Alors. Ok, donc forcément, il y a le lapin... Est-ce que j'ai mis le mien d'ailleurs? Donc lui là, je pense qu'effectivement, il va être intéressant dans le deck, très, très clairement. C'est une carte qui pourra faire quelque chose. En fait, je me demande... Mais en gros, t'avais un archétype un peu pharaonique qui joue autour des pièges continus. Avènement pharaonique, c'était une carte qui était, je trouve, assez intéressante parce qu'elle gagne de l'attaque par rapport au nombre de trucs. Tu peux l'invoquer super facilement en sacrifiant un monstre. Les pièges sont considérés comme des monstres. Tu peux l'aspect. Et après, bon, ça me paraît un petit peu plus compliqué pour pouvoir un truc. Mais tu peux aller ajouter n'importe quel piège continu puis ton deck à ta main. Tu ne peux pas spé des monstres le reste de ce tour, mais c'est pas trop grave parce que j'ai l'impression que tu peux très bien spé des trucs pendant le tour adverse, etc., etc. Donc t'as vraiment des trucs qui sont intéressants par rapport à lui. C'était dans Photon Hypernova. Ouais, putain, j'étais un tout petit peu, c'était juste avant Dune quoi. Je suis un sac. Et donc t'avais lui et t'avais aussi Apophis qui te disait que tu pouvais l'invoquer et que bah elle est toujours traitée comme un piège, machin, tout pareil, et que tu peux annuler un nombre d'effets de cartes face recto contrôlés par un adversaire inférieur ou égal au nombre d'autres pièges continus que tu contrôles jusqu'à la fin de ce tour. Sachant que les monstres sont toujours traités comme des pièges, bah ça fait une negate supplémentaire qui est assez intéressante. Et t'avais aussi Cardan qui disait que lorsqu'il est énorme, tu peux poser un piège continu puis ta main ou ton cimetière et il peut être activé ce tour. Donc en fait tu peux faire tu peux recycler et
Mais je pense qu'on peut vraiment faire des trucs entre Apophis, Cardan, Avènement Pharaonique. Je pense que c'est des cartes qui peuvent aussi rentrer dans ce genre de deck, clairement, mais c'est des cartes, moi, j'ai toujours trouvé intéressantes, et je me suis dit, ah, ce serait bien de les avoir de côté, etc. Ça sera peut-être pas le meilleur truc possible, mais en fait, des pièges continus qui s'invoquent en tant que monstre, il y en a plein. On le sait, il y a Azurine et il y a le chapeau silhouette, bien sûr. Voilà, il y a Edlich en vrai aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais Edlich pourrait jouer. En fait, ok, c'est un deck qui joue autour des guerriers, mais en fait, ce qui est trop intéressant avec ce deck-là, c'est qu'il ne joue pas du tout autour du fait de n'avoir que des guerriers. Ok, tu vas protéger tes guerriers, mais c'est ok. Mais derrière, en vrai de vrai, tu peux faire des trucs. Ouais, Avènement, c'était fait exprès, il était sorti en même temps qu'Apophis, le but c'était justement de synergiser par rapport à ça. Mais je trouve que c'est super intéressant. Et entre le lapin qui peut poser ces cartes-là, entre Avènement, Cardan, Apophis, et justement d'autres pièges qui sont assez intéressants comme ça, je pense vraiment qu'il y a moyen d'avoir un deck un peu bizarre, avec Edlich aussi. En fait, en vrai, Arkazen, même actuellement, je me dis, ça sera peut-être pas le meilleur deck ever par rapport à ça. Mais en tout cas, ça nous offre une autre manière de jouer au jeu et je trouve que c'est super cool. Voilà, il y a des bêtises à faire. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui va nous permettre effectivement de trouver des trucs. Donc voilà. Sanguine te lock en zombie donc fait bagarre. Ouais, ok, bon voilà, mais même juste jouer Edlich tout court, ça pourrait peut-être se faire avec peut-être certains des pièges qui ne te lockent pas. Ça peut être totalement possible. Centurion, c'est des pièges continus, mais je sais pas si ça peut fonctionner, mais c'est vrai qu'en soi tu peux faire des Xyz super facilement avec ces mécaniques là, enfin des Xyz, oula je vais y arriver, des synchros, donc c'est vrai que Centurion peut encore trouver peut-être une autre variation, hein. Ça me fait un peu penser à White Forest pardon, qui avait accès justement au... soit tu joues White Forest Runic, soit tu joues White Forest Toys, et j'ai l'impression que ce genre de deck là, Arg, a un petit peu cette mécanique là, et c'est un deck qui me hype de fou, juste pour le côté cooking, tout ce que tu peux essayer de faire, là où est-ce que tu peux t'amuser, t'as des cartes qui permettent de recycler, tu peux essayer de te remettre bien, enfin franchement c'est un deck que je trouve vraiment assez intéressant. Mais reste une petite news bien sûr pour clore l'émission, c'est l'annonce de la prochaine extension du cross format bien sûr. Appel du chaos qui a été comme ça un petit peu teasé de manière tranquille, juste comme ça. Hop là, petite surprise histoire de vous mettre bien. Donc la prochaine extension du cross format qui arrive en légende. Alors actuellement vous le savez, hein, vous êtes actuellement en train de faire la saison compétitive du cross format qui s'arrête à peu près à la fin du mois d'ailleurs, il me semble que c'était le 29, donc bien sûr l'extension sortira pas à ce moment-là, mais bien sûr il y aura un live spécial qui vous permettra justement de découvrir toutes les cartes, et donc je pense que vous l'avez compris pour ceux qui ont l'habitude un petit peu du format, Appel du chaos va être comme l'extension qu'on avait sortie, du coup il y a l'avant-dernière extension du coup, donc pas la dernière mais l'avant-dernière qui était tout simplement, j'ai oublié, merveille absolue. Une extension anniversaire parce que cette extension fêtera le 2e anniversaire du cross format, ça va faire 2 ans que ça existe. Je me mets au format à Santillenne, franchement je kifferais, moi, ça me ferait plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est pour motiver peut-être certaines personnes à se mettre sur le cross format. Actuellement, le format a commencé, donc si vous voulez vous y mettre, venez jouer, mettez-vous-y. Je rappelle que le format existe parce que les gens jouent, parce que les gens sont là, et le jour où les gens jouent plus, j'arrête, hein, de toute façon. Du coup, eh bien, n'hésitez pas à aller déjà commencer à vous faire les armes sur le cross format un petit peu. Si vous connaissez pas, il y a les petites vidéos sur YouTube que j'ai faites il y a un petit moment, mais elles sont toujours viables, en tout cas pour apprendre un petit peu ce qu'est le format juste de base. Et après, il y a le site du cross format, tout est dispo sur le Discord. Donc vraiment, si vous avez envie de vous régaler, de vous taper sur le cross format, allez-y. C'est un format avec lequel je mets beaucoup d'amour et beaucoup de temps et beaucoup de passion dessus. Donc franchement, je me régale et je suis très content de pouvoir vous offrir cette extension anniversaire qui, du coup, va avoir une 50aine de cartes comme merveille absolue. Et ça va être super, et ça fait déjà, ça fait la combientième de saison de booster, là, c'est le 7ème. Je crois que c'est le 7ème booster, c'est la 7ème extension. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 7ème extension du cross format. Donc c'est vrai que c'est assez fou. C'est assez fou, et on montera au-delà des 600 cartes du coup suite à la sortie de cette extension. Oui bien sûr Malomoon, je peux expliquer assez rapidement ce que c'est le cross format. Du coup c'est un format que j'ai créé intégralement, ça va faire bientôt 2 ans maintenant, et c'est un format dans lequel tu peux jouer sur Dueling Book.
voilà, donc auquel tu auras accès à toutes les cartes, et c'est un format custom, c'est-à-dire que toutes les cartes, et ben, même je vais faire mieux que juste faire ça, je vais tout simplement te montrer, parce qu'on a le site du cross-format juste ici, et donc ici, tu vas voir donc un petit peu toutes les informations, avec toutes les cartes du format. Donc voilà, on a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de pages, hein, comme vous pouvez voir ici, avec notamment donc des cartes que vous connaissez, hein, vous voyez un iTélé, vous voyez un Petit Monde, vous voyez aussi une Cherise, mais aussi des cartes que vous ne connaissez pas, et c'est normal parce que toutes les cartes du cross-format, donc tous les archétypes sont des archétypes qui n'existent pas, et avec notamment un type de monstre que vous n'avez juste pas l'habitude de voir, et c'est tout à fait normal, ce sont les monstres cross, qui est un nouveau type d'invocation, tout simplement présent dans le format. Il n'y a pas de link, mais il y a effectivement des fusions et des crosses pour l'instant. Et voilà, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, vous avez le site avec toutes les infos, avec voilà, vous avez les effets de toutes les cartes, vous pouvez aller retrouver les archétypes, vous pouvez aller voir tout ce qu'il faut, voilà, il y a tout ça comme archétype et on va en avoir des nouveaux. Donc voilà, je suis très content, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite promotion de cross-format et en plus ce sera aussi sur YouTube, donc ça fait plaisir. Voilà, on tente le coup, on verra. Donc c'est un format où par contre c'est un peu différent du TCG, il y a quelques petites règles qui sont différentes, mais ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont dans le Discord et qui jouent au format sont très gentils et seront prêts à vous apprendre le jeu. Donc, voilà. Est-ce que nous aussi on peut créer des cartes? Non, ce n'est pas le concept, sinon c'est la zouaverie totale. Le but c'est moi qui crée des cartes et qui importe des cartes du TCG, parce qu'il y a des cartes par exemple qui ne sont pas dans le cross-format et du coup tu ne peux pas les jouer. Donc dans l'idée c'est effectivement que vous puissiez profiter de ce format de manière assez saine. Si tout le monde commence à créer ses cartes, ça devient n'importe quoi, donc c'est pas le but, mais voilà, donc c'est un format cool. Toutes les cartes sont en français sur Dueling Book, hein, je préfère le rappeler pour ceux qui ont peut-être des petits doutes, et vraiment on est sur un truc où dites-vous que la plupart des cartes sont plus fortes que dans le TCG en globalité. Dites-vous que le power level des cartes c'est à peu près... imaginez les cartes Yu-Gi-Oh d'ici 2-3 ans, c'est un petit peu l'idée du cross-format, c'est essayer de faire en sorte que toutes les cartes qui sortent sont fortes, même si des fois forcément il y en a qui finissent meilleurs que d'autres, c'est comme ça, c'est le jeu, mais et c'est pas un jeu facile hein, de créer toutes ces cartes bien sûr, mais voilà, imaginez vraiment que c'est un jeu très différent, il y a des choses qui sont très très différentes, mais... Voilà, ouais, pour résumer le format, exactement, les decks flip existent et sont très très bons, et Shifter est ban, et pourtant, quand on dit que flip est fort, c'est pas on joue à Yu-Gi-Oh 2002, hein, c'est vraiment du Yu-Gi-Oh 2028, donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Ça fait bizarre de mettre mes propres news cross-format là-dedans, mais je me suis dit, en vrai, c'est l'événement, je le fais pas souvent, vas-y, tu sais quoi, j'essaye.